Quand je vivais au Cameroun, j'étais très obnubilé par tout ce qui était culture, notamment américaine, plus particulièrement afro-américaine. Et une fois arrivé en France, dans un territoire qui est un peu à l'intersection entre ce qui se fait aux États-Unis et avec une culture propre aussi développée à l'échelle de la France, j'ai ressenti comme un manque. C'est-à-dire que tout ce qui m'était accessible quand j'étais au Cameroun, je ne faisais pas attention. Et maintenant que je suis loin, je me dis, bon, tout compte fait, peut-être qu'il y avait une richesse à aller chercher là-dedans. Et c'est à ce moment que j'ai trouvé l'équilibre entre ce avec quoi j'ai grandi et que je ne prenais pas, je prenais un petit peu pour acquis, et l'environnement dans lequel j'ai évolué aujourd'hui, où je me nourris également de comment ça évolue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Coda, le 4e du genre, je crois, si je compte bien, l'émission dans laquelle on décrypte les nouveaux codes de l'Afrique. Je suis Benoît Thiolin, Grace, bonjour. Benoît, bonjour, je suis Grace Libissa. Oui, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Coda. Les codes de communication ne cessent d'évoluer et aujourd'hui, les réseaux sociaux et les marques ne se contentent plus de vendre une image, ils racontent des histoires. Et beaucoup de ces histoires sont afro-diasporiques, c'est-à-dire qu'elles viennent de l'Afrique et de sa diaspora. Et oui, tout à fait, Grace. Et parmi celles et ceux qui redéfinissent ces nouveaux récits culturels, il y a une artiste, entrepreneur, qui fait beaucoup parler d'elle, curatrice, DJ et on pourrait dire stratège culturelle. Elle place les créativités afro-diasporiques au cœur du dialogue entre l'art, marque et société. Elle s'appelle Chita et elle est avec nous aujourd'hui. Chita, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. Merci d'avoir répondu présente, merci d'être là. Donc, vous avez plusieurs métiers, plusieurs talents. Alors, le métier de DJ est assez clair pour tout le monde. Je pense que c'est le plus accessible dans l'imaginaire collectif. En revanche, curatrice, entrepreneur culturel, on en entend moins parler. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites concrètement ? Ce que je fais concrètement, c'est que j'essaye de faire sens de choses qui me passionnent. C'est-à-dire que je suis passionné des cultures africaines, je suis passionné des cultures afro-diasporiques et j'ai toujours voulu comprendre le sens derrière les choses, comment elles se font. Et la curation, c'est la compilation d'idées, c'est la compilation de contenus, compilation de photos, vidéos, etc. Donc je mets tout ça en commun et je le présente aux gens pour le partager. Je partage mes trouvailles et mes recherches. Et vous les partagez où ? Dans des salles, dans des théâtres, à quelles occasions ? Dites-nous en plus un peu sur les formes que ça prend. Dans les formes que ça prend, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être lors d'événements, de conférences, de rencontres, ça peut être... vous parlez de cinéma, de théâtre, etc. Notamment, j'ai déjà eu l'occasion d'organiser des projections, de faire de la curation d'artistes pour des expositions également. Donc, c'est un ensemble de... c'est très protéiforme. Ça peut vraiment prendre des formes très diverses. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on n'est pas figé dans la manière de le partager, de le présenter. Et comment est-ce que vous choisissez les artistes avec qui vous travaillez ? Comment je choisis les artistes avec qui je travaille ? Je pense qu'il y a déjà un feeling. Il faut déjà que le contenu me plaise et que j'ai le sentiment qu'il y a un propos. Que ce n'est pas juste de la surface, parce qu'avec le temps, on apprend à savoir qui fait ça pour correspondre à une tendance et qui est vraiment ancré dans le sujet et le propos défendu. Alors vous êtes né au Cameroun, vous êtes arrivé en France, vous vous y êtes installé depuis vos 21 ans. Comment est-ce que votre parcours entre ces deux cultures a façonné votre identité artistique ? Comment ça vous a construite ? C'est intéressant parce que c'est assez paradoxal. Quand je vivais au Cameroun, j'étais très obnubilé par tout ce qui était culture, notamment américaine, plus particulièrement afro-américaine. Et une fois arrivé en France, dans un territoire qui est un peu à l'intersection entre ce qui se fait aux États-Unis et avec une culture propre aussi développée à l'échelle de la France, j'ai ressenti comme un manque. C'est-à-dire que tout ce qui m'était accessible quand j'étais au Cameroun, je ne faisais pas attention. Et maintenant que je suis loin, je me dis, bon, tout compte fait, peut-être qu'il y avait une richesse à aller chercher là-dedans. Et c'est à ce moment que j'ai trouvé l'équilibre entre ce avec quoi j'ai grandi et que je ne prenais pas, je prenais un petit peu pour acquis, et l'environnement dans lequel j'ai évolué aujourd'hui, où je me nourris également de comment ça évolue. C'est vraiment tout ça qui a façonné... Enfin, s'il y a un mot que les gens aiment utiliser, c'est afro-urbain. Je ne suis pas totalement fan, mais c'est vraiment celui qu'on a actuellement. Donc, c'est l'intersection de ces deux univers-là qui a vraiment façonné ma manière d'évoluer.
Alors, afro-urbain, le nom Cheetah, lui, évoque plutôt la vitesse, je crois, la puissance, l'instinct. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire qu'il y a derrière ce nom d'artiste que vous avez choisi? Ou qu'on vous a suggéré, j'en sais rien après tout. Je l'ai choisi, vous avez bien deviné. Je l'ai choisi parce que je me souviens, j'étais en classe de 4e. J'étais pas très doué en anglais. Je fais la 4e au Cameroun. Et à l'époque, ma mère m'avait acheté un manuel ici en France pour réviser pour les examens. Je n'avais pas de méthodologie. Un soir, 4 heures du matin, je me dis, je vais lire le bouquin qu'on m'a acheté. Et à l'intérieur, je tombe sur une histoire d'une famille qui allait faire un safari et qui est tombée sur un guépard. Et guépard en anglais, c'est cheetah. J'aime beaucoup comment ça s'écrit, le H à la fin, les 2 E, etc. Je me dis, si un jour je deviens artiste, ce sera ça. C'est marrant. Ce sera ça littéralement mon nom. Et à partir de là, j'ai commencé à dire à tout le monde, appelez-moi comme ça. Donc ça a vraiment commencé en 4e. Et vous dites que vous vous êtes dit, si un jour je deviens artiste, ça veut dire que vous vouliez déjà être artiste? Vous aspiriez à ça? Vous doutiez ou... J'avais déjà une grosse appétence pour la danse. Parce que, à force de... Enfin, mon babysitter à l'époque, c'était les concerts de Prince et Michael Jackson, littéralement. C'était mes parents qui me posaient devant et qui disaient, bon, tu ne bouges pas. Et à force de m'imprégner de ça, de l'essor aussi de la culture hip-hop, etc., je sais que j'avais envie de faire ce que je voyais à la télé. Je me disais, j'aimerais aussi pouvoir un jour créer ma marque, faire de la musique, faire de la danse, etc. Et je m'étais dit, si un jour je parviens à toucher ne serait-ce qu'à une seule des disciplines, ce serait le nom que j'aimerais porter, c'est ce nom-là. Vous avez des projets, Black Square, Trap Africa, Afro FC. Ils célèbrent la créativité afro-diasporique. Qu'est-ce que ça représente pour vous de raconter ces histoires aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux notamment? J'ai envie de repartir à ce qui m'a donné envie de commencer au départ, c'était que je cherchais des sources d'inspiration et que j'avais du mal à trouver. C'est-à-dire qu'on était sur les réseaux et une fois de plus, toujours dans le paradoxe, c'est qu'on est inondé par ce qui se fait aux États-Unis, mais on ne se reconnaît pas dans ce qu'on voit. Donc à un moment donné, on se pose, mais qu'est-ce qui se fait autour de nous? À quel récit je peux m'identifier? Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais créer des espaces et des plateformes qui vont me permettre de raconter des histoires qui déjà, moi, m'inspirent et qui, avec un petit peu de chance, vont inspirer d'autres personnes. Donc c'était vraiment ça le propos de départ. Et c'est toujours ça qui nourrit un peu la dynamique aujourd'hui. Ce que vous dites, ça me fait penser au hashtag qui a beaucoup circulé, Representation Matters. Et donc, vous avez créé finalement ce qui vous a manqué pour pouvoir inspirer les autres. Est-ce que c'est important pour vous de créer de l'inspiration, d'encourager le rêve? Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a besoin, pour moi, j'ai besoin de bulles qui me servent un peu d'échappatoire, mais qui me connectent quand même au monde réel. Et pour moi, l'inspiration, la créativité, les arts, c'est de l'ordre même du vital à un certain moment, parce que ça continue de permettre de se projeter, d'imaginer que de nouvelles choses sont encore possibles à découvrir, à explorer, à créer. Donc oui, c'est totalement important. Vous dites que soutenir les nouveaux centres d'archives indépendants, c'est investir, je vous cite, dans des récits qui circulent, inspirent et durent. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est un centre d'archives? Et puis ensuite, selon vous, est-ce que ce sont des récits alternatifs qui transforment notre manière de penser la mémoire noire? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le dire? Pour répondre à la première partie de votre question, ces centres d'archives, c'est quelque part une manière de redorer la mémoire ou honorer la mémoire de choses qu'on ne nous a pas toujours appris à chérir. C'est-à-dire que je suis né, j'ai grandi au Cameroun, j'ai vu mes parents se débarrasser de livres, de vinyles, etc. quand ça prenait trop de place, alors que c'est des objets qui racontent leur époque, qui racontent un moment. Ce sont des trésors, quoi. C'est des trésors, très exactement. Et de voir aujourd'hui la jeunesse, la nouvelle génération se réapproprier ces objets-là en disant mais il ne fallait pas les jeter parce que nous, on essaye de comprendre comment le monde se faisait avant, parce qu'il y a un dicton chez nous qui dit pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Donc ces centres d'archives, c'est une manière pour toute une génération de se réapproprier ces objets-là et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Parce que, par exemple, ça peut paraître cliché, mais
en ayant grandi au Cameroun, tout ce qui était sculpture, je ne faisais pas particulièrement attention. C'est-à-dire qu'il y avait des objets à la maison. Je trouvais ça même quelquefois grossier parce que j'étais totalement influencé par les codes culturels occidentaux. Mais aujourd'hui, avec le recul et le regard, je m'aperçois qu'il y a une beauté dans tout ça et que c'est juste que je n'avais pas compris, ou je n'avais pas les outils pour bien comprendre comment c'était emmené. Donc, et c'est ainsi que vous avez vraiment des... Enfin, et c'est ça qui est assez intéressant, que vous avez des gens vraiment dans des pays différents qui, chacun à leur niveau, décident, bon, moi, mon père ou ma mère ou mon grand-père ou ma grand-mère avait tous ces trésors-là, comment est-ce qu'on les met en commun et on les rend accessibles au plus grand nombre. Je ne vous cache pas, j'ai oublié la deuxième partie de votre question. C'est pas grave, je vais la répéter, mais j'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire. Ça veut dire que concrètement, vous organisez des collectes, vous les réunissez à certains endroits. Comment ça se passe en fait? Comment ça se passe? Dans mon cas particulier, je collecter, enfin, ça demande du budget, donc j'achète beaucoup, je ne vous cache pas. Il faut pousser les murs aussi à un moment alors. Tout à fait, je le vois avec les cartons, je le vois avec les objets, mais il y a... Enfin, c'est vraiment comme une espèce de chasse au trésor, parce que quand vous tombez sur... Enfin, il y a un document dont je suis particulièrement fier de ma collection, des bouquins sur des photographes africains comme Seydou Keïta, etc. Des bouquins qui aujourd'hui, lorsque vous voulez vous les procurer en seconde main, valent presque un loyer. Ouais. Parce qu'il y a bien sûr le marché de la revente, ça prend de la valeur parce que c'est plus édité. D'avoir des objets comme ça ou des choses qui sont quasiment introuvables aujourd'hui, parce que l'édition, par exemple, ça ne se produit pas à l'infini. Et de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont le même centre d'intérêt, qui vont avoir des pépites. On va quelquefois se réunir. Il y a une amie en particulier, on a vraiment ce centre d'intérêt-là en commun. Donc, quand elle a quelque chose, je la regarde, je dis, bon, est-ce que j'ai le droit d'acheter la même chose que toi? Qu'est-ce que toi tu as, qu'est-ce que j'ai, etc. Et après, on essaye vraiment de voir comment, lorsqu'on met tout ça ensemble, l'ambition, je ne sais pas si je suis en train d'anticiper sur une question, mais l'ambition à terme, c'est de vraiment rendre ça accessible dans des espaces fixes pour le plus grand nombre, mais pas uniquement qu'ici en Europe. Parce que j'aimerais vraiment avoir aussi cette démarche-là pour le Cameroun et d'autres pays africains, si possible. Oui, surtout que beaucoup de choses y sont encore, donc il faut préserver. Donc il y a un enjeu évidemment de mémoriel qui est important. Et alors justement, est-ce que tout ça, ça constitue des espèces de bulles, hein, pour reprendre le terme que vous utilisiez tout à l'heure, et dans ces bulles, il y a des récits qui au fond sont un peu alternatifs. Alors en quoi est-ce que ça transforme notre manière de penser la mémoire noire? Je pense que ça la transforme parce que ça déconstruit énormément de choses. C'est-à-dire qu'on est avec des choses qu'on pense vraies, qu'on pense maîtriser. Et lorsqu'on dit que la vérité est quelquefois cachée dans les livres ou cachée dans les vinyles ou cachée dans les revues, quelquefois même qui peuvent même être alternatives, c'est de voir qu'on est encore loin d'avoir exploré ce dont est capable la communauté noire en matière d'expression culturelle et créative. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est le tout trend, tout buzz, tout rapide, et quelquefois, ça invite aussi à de la lenteur et à du ralentissement. À se dire, bon, tout en train de courir partout, mais quelquefois, posons-nous, prenons un livre, regardons ce que ça dit à l'intérieur et ayons un regard un peu plus apaisé et relax, entre guillemets, sur la mémoire noire, sur comment on a envie de l'aborder. Chita qui veut ralentir, c'est intéressant. N'est-ce pas? Oui. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est exactement ce qu'on a envie de faire aussi avec Coda, c'est de prendre le temps. Prendre le temps de se rencontrer, d'échanger, de réfléchir pour mieux valoriser justement le patrimoine, les talents et les récits, pour savoir à qui ils appartiennent. Et dans vos insights, vous évoquez l'idée que la culture afro se réinvente par la circulation des savoirs. Oui. Donc quelque part là, vous en avez un peu parlé avec vos projets, vos objectifs. Comment est-ce que vous imaginez ce dialogue à l'échelle internationale entre les continents, l'Europe, les Amériques, l'Afrique, l'Asie et les diasporas, à travers notamment les plateformes numériques?
C'est ce que je trouve d'assez intéressant, c'est que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, bon, le discours bateau, hein, le monde, le village planétaire, etc. Mais c'est de voir à quel point ça crée vraiment des communautés d'affinités culturelles. C'est-à-dire que vous allez avoir, pour rester sur le sujet, par exemple, des archives, je vais avoir le travail que je fais ici qui va faire écho à des personnes aux États-Unis qui font peut-être la même chose. On va se connecter via les réseaux sociaux. Et si un jour, au détour d'un voyage ou d'une rencontre, on finit par se croiser, ça m'est bien souvent arrivé d'être contacté, de voir des personnes qui du Brésil me disent « Oui, j'ai telle personne qui était à Paris, qui est brésilienne, qui m'a parlé de toi, je vais être de passage, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» C'est ça toute la beauté de comment les mélanges se font. Et même des personnes, vous ne vous êtes jamais rencontrés, mais vous avez tellement la même vision et la même compréhension du courant que ça fait, enfin j'en ai quelques-uns comme ça fait 10 ans qu'on se connaît, entre guillemets, mais on ne s'est jamais rencontrés, mais c'est toujours le même alignement, la même compréhension et la même grille de lecture. Donc c'est ça aussi la réelle force des réseaux. Et si un jour on a la possibilité de faire sortir ça des réseaux et de le faire se matérialiser en physique, pour moi, ce serait peut-être l'occasion de créer, je ne sais pas si vous avez entendu parler, vous devez connaître, il y a un festival qui a eu lieu dans les années 70 au Nigeria qu'on appelait le Festac. Ouais. J'imagine un Festac 2.0 qui réunirait vraiment toutes les diasporas et avec maintenant cette espèce de grille de lecture du numérique, des réseaux sociaux, etc. Et comment est-ce qu'on met en commun toutes ces trouvailles, tous ces échanges et toute cette compréhension qu'on a aujourd'hui des cultures afro-diasporiques. Ça m'a donné des frissons parce que justement, non mais c'est vrai que malheureusement, il y a un usage qui se fait des réseaux sociaux qui est sombre, pessimiste. Tout à fait. Et ça fait du bien de se rappeler que ça reste un outil, et un outil, on en fait quelque chose de positif ou de négatif. Et là, justement, ça tend vers la lumière, donc c'est très inspirant et j'ai hâte de voir ça et d'en profiter. Chita, vous avez aussi collaboré avec des grandes marques comme Jordan, Netflix, Instagram. Qui sont des belles marques, si parfois qui véhiculent des choses un peu plus toxiques. Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre authenticité et stratégie quand vous travaillez avec des acteurs mondiaux qui parfois défraient la chronique? J'ai souvent dans les conversations que j'ai avec des personnes qui sont souvent dans la même position que moi ou qui ont eu à être dans la même position que moi, pour vous dire terre à terre, l'enjeu, ce n'est pas de travailler avec eux, mais c'est ce qu'on parvient à faire lorsqu'on est avec eux. Pour vous prendre par exemple le cas d'une entreprise comme Instagram, lorsque j'ai été approché, l'idée c'était de quoi? De mettre en avant la jeune scène créative afro. Enfin, initialement, ils me disent, on veut travailler avec toi, fais ce que tu veux. Je dis, ok, moi je veux faire ça. Et dans le je veux faire ça, je veux travailler avec des gens qui n'ont pas forcément 50K sur Instagram, mais dont je respecte le travail. Ça va être des designers, ça va être des artistes, des chanteurs, des producteurs, des photographes, des danseurs, etc. Mais pour moi, c'est important de mettre la lumière sur ceux qui font ce travail-là au quotidien, alors que, comme on le dit souvent, ils ne sont pas obligés. Ils pourraient être tout à fait en train de faire autre chose, mais ils ont l'envie de véhiculer, de diffuser quelque chose. Après, ça peut paraître paradoxal parce qu'on vit effectivement dans une société capitaliste où il y a toujours des choses à redire, des pratiques des uns et des autres. Et ça, on le voit vraiment à toutes les échelles. Mais pour moi, le plus important, c'est d'avoir le sentiment que je suis en train de contribuer à quelque chose et contribuer à faire durer dans le temps un mouvement qu'on n'a pas envie de voir disparaître du jour au lendemain sous couvert de « ce n'est plus la traîne du moment, passons ». Au sujet suivant. Et de voir qu'au bout de presque 10 ans de revival des cultures afro-diasporiques en France, on se fait approcher par les marques, c'est bien, mais on est aussi conscient que les marques ne font pas tout. C'est-à-dire qu'elles ont un agenda, elles ont un calendrier marketing, il y a des objectifs, et c'est juste ne pas y aller naïvement, ne pas mettre tous ses œufs dans ce panier-là et ne pas attendre que la reconnaissance vienne forcément de ces entreprises-là. Il est plus important pour moi de correspondre à la communauté à laquelle j'essaye de m'adresser ou les communautés auxquelles j'essaye de m'adresser pour le message que j'essaye de diffuser, de telle manière que, qui est une marque
ou qu'il n'y en ait pas, moi, mon message, il reste le même parce que on essaye, autant que faire se peut, de ne pas se laisser corrompre par ce petit Graal qu'on nous fait miroiter, en fait. Oui, puis vous donnez du coup beaucoup sa chance à plein de gens, vous braquez un coup de projecteur sur des gens qu'on n'aurait pas forcément regardés. Donc ça, c'est tout votre travail de curatrice, en fait. C'est cela. Okay. Mais bravo, parce que vous arrivez à jongler, du coup, entre l'exigence capitaliste quelque part, parce qu'on ne peut pas non plus faire sans. Oui. On parlait tout à l'heure de rassembler les éléments et de créer une grande communauté 2.0. Avec ces outils-là, justement, ça facilite quand même. Oui. Mais à la fois, garder l'intégrité de son message et valoriser notamment les talents qui n'ont pas forcément un grand nombre de followers, parce que le nombre de followers ne fait pas le talent. C'est ça. Ça, c'est aussi important de voir qu'il y a des personnes qui restent droites dans leurs bottes pour permettre aussi la circulation de ces idées-là et de ces talents-là. Donc, c'est pas tous les jours évident, mais on essaye vraiment de garder ce cap-là. Alors, en tant qu'ambassadrice Jordan Brandt, par exemple, vous incarnez une forme, on aime beaucoup ce terme à Coda, d'empowerment féminin et panafricain, parce qu'on est convaincu à Coda que la technologie, le numérique, est un vrai vecteur d'empowerment. Pas que, mais aussi beaucoup. Quelle responsabilité ressentez-vous dans ce rôle, notamment vis-à-vis des jeunes créatrices ? Je pense que la responsabilité, c'est de déjà montrer que c'est possible sans nécessairement avoir à prendre de raccourcis, entre guillemets, parce que c'est aussi faire comprendre que, par exemple, une signature comme celle-là arrive au bout de 10 ans de travail. Ce n'est pas du jour au lendemain, et que aussi comprendre que en profiter tant que c'est là, mais que ce n'est pas éternel. Et aussi comprendre, en troisième, que le propos que vous défendez, tant que vous restez authentique sur ce propos-là et que vous n'essayez pas de vous adapter en fonction du courant et du vent, ça peut être, comme on dit, pour vous dire terre à terre, le travail paye, entre guillemets. Ouais. c'est littéralement ça, parce que parfois on peut vraiment se sentir découragé de ne pas voir tout de suite ses efforts récompensés. Et effectivement, j'espère être une représentation de ce que moi aussi j'aurais aimé voir quand je suis arrivé dans ce pays en 2010. Et justement, vous dites que le travail paye et vous en êtes la preuve. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours ? Comment vous êtes arrivée où vous en êtes ? Parce qu'on ne devient pas curatrice du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a des rencontres qui jouent ? Est-ce qu'il y a un facteur chance en plus du facteur travail ? Un facteur ouverture vers le monde, oser justement là on parlait de travailler avec des marques avec lesquelles il faut réussir à cohabiter malgré le fait qu'on puisse avoir parfois des différences de point de vue. Comment est-ce que vous avez réussi à construire ça, à arriver où vous en êtes aujourd'hui ? Je pense que, déjà pour une espèce d'ordre chronologique, c'est en 2015 que je crée mon média Black Square. Et comme je vous le disais, l'idée c'est de vraiment présenter ce que moi je trouve inspirant et intéressant. Ça avait ce côté un peu égoïste de moi, je cherche des choses qui vont me faire rêver, qui vont m'inspirer. Et idéalement, si ça plaît aux autres, c'est tant mieux. Et c'est vrai que le facteur chance potentiellement, c'est que ça arrive aussi au moment où il y a tout le mouvement Black Lives Matter qui commence aussi à éclore. Donc, ça crée une espèce de bulle commune qui fait que lorsque j'essaye même d'analyser des médias ou des projets similaires aux miens dans d'autres pays, tout le monde a commencé aux alentours de 2015, pour la plupart. Ouais. Donc, de partir de ça, la casquette DJ m'a aussi énormément aidé. Je ne vous cache pas, c'est parce que je commence à mixer en 2016. Parce qu'initialement, je me dis, j'ai cette communauté, j'ai envie de faire des événements, je n'ai pas forcément du budget pour me payer un DJ, je vais apprendre moi-même. Et je sais que j'ai beaucoup cette culture de do it yourself, tu n'as pas de budget, essaye de comprendre. Fais-le par toi-même. Clairement. Donc, je pense que déjà, ce mindset-là m'a permis et aussi la jeunesse, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point, quand on est jeune, il y a beaucoup de choses qui ne nous font pas peur. Oui, c'est vrai. On se rend compte, on se rend compte. Faut en profiter. Là, on est très lucide. Est-ce que je vais oser aller demander à X, Y ou Z? Donc, je sais que je n'avais pas peur de poser des questions, de demander, etc. Et par le commun du média et de l'activité DJ, je fais énormément de rencontres.
J'ai fait énormément de rencontres qui aujourd'hui, c'est des personnes qui ont contribué, quelquefois à des échelles assez remarquables, à changer le cours de mon parcours. Enfin, je vais vous prendre un exemple. Je me souviens à une époque, j'avais un stagiaire qui jusqu'à aujourd'hui est devenu un ami. Et c'est quelque part par l'intermédiaire de ce stagiaire, de manière totalement directe ou indirecte, que je me retrouve à travailler avec Netflix et avec Instagram. C'est-à-dire qu'on se sépare, il va dans une autre entreprise, il parle de moi à sa responsable dans cette autre entreprise qui, on sympathise et de fil en aiguille. Donc ça joue beaucoup le contact humain, le sentiment que... Ce que cette personne me dit souvent, c'est que je sens que tu es authentique, je sens que tu ne fais pas ça parce que c'est une tendance, et surtout qu'au moment où je commençais, ce n'était pas la tendance. En fait. C'était littéralement bon, c'est bien sympa votre truc là, mais on ne sait pas où ça va aller. Donc, j'espère que j'ai répondu. Mais oui, oui, tout à fait. Parfaitement. On arrive un peu au terme de notre émission, ça passe vite, 26 minutes. Si vous deviez laisser un message à une jeune fille afrodescendante qui rêve un peu comme vous de créer, d'oser, d'agir, mais qui doute un peu encore, qu'est-ce que vous lui diriez? Déjà d'être sûre de faire ça pour elle-même et pour les bonnes raisons. Est-ce qu'elle continuera à le faire même si personne ne regarde, même s'il y a 2 likes? Même s'il y a 0 follower. Est-ce qu'elle le fait? Et de 2, ne pas avoir peur de demander, ne pas avoir peur de parler aux autres, parce que c'est dans l'échange et dans les conversations et dans les partages qu'on se nourrit et qu'on apprend. Une belle conclusion. Très belle conclusion. Au fond, comprendre la culture, c'est comprendre le pouvoir, voire son pouvoir. Et merci beaucoup d'être venu nous voir dans Coda pour nous partager votre savoir, vos créations, tout ce que vous faites. C'est très inspirant. Merci beaucoup. On peut vous suivre sur Instagram, @chita369, CH2ETAH369, pour ne rien manquer de vos actualités et de vos super analyses que je suis moi-même souvent. Donc, merci. Oui, merci Chita. Et puis vous qui êtes chez vous, merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous contacter pour nous partager vos ressentis, vos coups de cœur, et notamment culturels. La culture, c'est le pouvoir, on en a suffisamment parlé aujourd'hui, et c'est ce qu'on retiendra pour cet épisode. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Coda. D'ici là, bonne semaine. Prenez soin de vous, restez curieux, restez ouverts et surtout, continuez à garder cette envie de comprendre le monde autrement. Nous vous attendons nombreux. Merci, à bientôt et bonjour chez vous.